tenait, je dirais pas plus que tout, mais en tout cas, il y tenait vraiment beaucoup. Et donc, j'ai accepté de le remplacer. Je vous demande la plus grande clémence parce que j'ai découvert tout le travail qu'avait fait Pascal et ça ne m'a pas étonné d'ailleurs de la qualité du travail, mais je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'il avait prévu. Je vais un peu me faire le ventriloque de Pascal Broutin. Euh, donc je vais essayer on va essayer de suivre au plus près la trame des propositions et des questions qu'il avait préparées, hein. Et avant de donner la parole à nos invités, je vais faire une petite introduction pour replacer le sens de cette rencontre dans son contexte. Et puis ensuite, eh bien, nous rentrerons dans le vif du sujet. Alors l'idée de cette table ronde qui s'inscrit dans les 30 ans d'anniversaire de l'ESAT. Et à cet égard, je remercie vraiment le personnel de direction et toutes les personnes qui ont fait en sorte que vous puissiez être, que nous puissions être bien installés ce matin, au chaud et confortablement installés pour réfléchir un peu ensemble. Donc, comme je le disais, cette table ronde qui s'inscrit qui est la première qui inaugure en fait une série de manifestations pour fêter les 30 ans de notre école, eh bien, l'idée de cette table ronde part de l'envie de plusieurs enseignants de créer une dynamique dans notre établissement autour des questions environnementales et climatologiques afin de diminuer le bilan carbone de notre école. Je cite ce cher Pascal. Depuis la loi de programmation de la recherche, c'est une mission de l'enseignement supérieur de sensibiliser et de former les étudiants à la transition écologique, qui ne devrait pas être qu'un vain mot, un mot magique ou un mot d'ordre de plus. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était pas Pascal. Nous voulions aussi nous inscrire dans la dynamique de notre ville de Roubaix en invitant deux acteurs de terrain que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Donc Vincent Boutry et Simon Givlet, que je présenterai un peu plus en détail dans quelques instants. Et nous voulions aussi, et Pascal tenait fortement à la présence et aux mots de Pierre-Damien Huyghe, que je vais aussi présenter dans quelques instants. Mais je sais que Pascal avait été très sensible à certains textes de Pierre-Damien Huyghe et aussi à une intervention importante qu'il a faite il y a quelques années. Il était invité à Rome, à la Villa Médicis, si je ne dis pas de bêtises, et il a prononcé une conférence qui a clôturé cette série de conférences qui portait précisément, là aussi si mes souvenirs sont bons, il me corrigera, qui portait sur l'Anthropocène, justement. Et cette conférence qui a clôturé la semaine de réflexion et de débat sur l'Anthropocène à Rome, avait donc été donné par Pierre-Damien Huyghe et le propos était suffisamment original pour que nous y revenions aujourd'hui, pas tout de suite, mais nous allons y revenir. Alors, eh bien, je vais commencer par Pierre-Damien. Pierre-Damien Huyghe est professeur émérite en esthétique à l'université Panthéon-Sorbonne. Il est d'abord philosophe et auteur de nombreux ouvrages. Ce matin, je n'en citerai que deux, parce que vous savez qu'on se retrouve cet après-midi à 17h30 dans le cadre, toujours dans le cadre des 30 ans de l'ESAT, mais avec un partenariat avec Cité Philo. Et là, je m'appesantirai un peu plus sur le parcours de notre invité. En tout cas, il y a un livre qui a particulièrement retenu l'attention de Pascal Broutin, un livre qui s'appelle, un livre de Pierre-Damien Huyghe, donc qui s'intitule « Faire place ». Et évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner le best-seller du CDI de l'ESAT qui est Aquachannel Design, dont l'auteur est Pierre-Damien Huyghe aussi, comme vous le savez. Simon Givlet, vous êtes donc architecte et membre du collectif ZERN, c'est cela? Vous me dites si je dis des bêtises. Et Vincent Boutry, vous êtes chef de projet à l'Université populaire et citoyenne de Roubaix et cheville ouvrière, me dit Pascal, du projet Roubaix en transition. Bien. Bienvenue à tous les trois. Bienvenue à l'ESAT.
Alors, la table ronde s'inscrit dans une dynamique, comme on dit aujourd'hui, sociétale, mais elle s'inscrit aussi de façon beaucoup plus concrète dans la dynamique de l'enseignement à l'ESAT. Et Pascal me faisait la remarque il y a quelque temps que pas mal d'étudiants avec qui il travaille aussi ne connaissent pas le terme, ou en tout cas ils connaissent parfois le terme d'anthropocène, mais ils ne savent pas toujours très bien à quoi ça renvoie, qu'est-ce que c'est que l'anthropocène, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, même les spécialistes, je crois, ne sont pas tous d'accord là-dessus. Donc on peut comprendre que les étudiants soient aussi parfois un peu euh, désorientés. Alors je vais commencer par une question inévitable euh, que je poserai à Vincent Boutry, mais les autres invités peuvent réagir ou compléter sa réponse s'il y a lieu. Vincent, est-ce que vous pourriez définir en quelques mots simples ce qu'est l'anthropocène? Ouais, peut-être montrer. Bonjour à tous. Bon, je suis certainement moins qualifié que vous pour parler de l'anthropocène. Juste, c'est Pascal, il m'a demandé de. Bon, donc je vais présenter deux slides. Le 4, peut-être. Ouais, tac. Attends. Ah ouais, diaporama. C'est édition. Fichier. Voilà, stop. On est. Tac. Voilà, bon, c'est ça. L'anthropocène, en fait, c'est un nouvel ère géologique dans lequel c'est l'homme est le principal modificateur, je dirais, du système Terre, quoi. Voilà. Et donc, ici, on a des tableaux, en fait, qui montrent les ressources, les énergies, les ressources minières, la population, les consommations, enfin, et ce qui est, il y a plein de tableaux comme ça. Et l'élément qu'on retrouve partout, c'est des courbes exponentielles depuis 1850 en fait. Donc tout grimpe à une vitesse énorme depuis un siècle. Et donc c'est l'impact de l'homme en fait sur la planète. Donc voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la grande accélération qui s'est produite avec la révolution industrielle et jusqu'à nos jours. Voilà. Et deuxième tableau, voilà, deuxième illustration, c'était de montrer les points de basculement des grands écosystèmes de la Terre, en fait. Donc on voit qu'il y en a 9 là. Donc les forêts boréales, l'Arctique, l'Antarctique, le permafrost, donc c'est toute la Sibérie, voilà, la forêt amazonienne, les récifs de corail, l'Antarctique, enfin voilà. Donc tous ces grands écosystèmes sont au bord de points de basculement, c'est-à-dire que les océans, ce sont des puits de carbone qui normalement équilibrent la température sur notre planète, et ces puits de carbone sont à saturation quasiment, de par les émissions de gaz à effet de serre que nous avons envoyées. Et donc on est à des points de basculement où ces écosystèmes ne vont plus jouer le rôle de puits de carbone justement. Et donc voilà, c'est ça ce que je dirais juste sur le... Et alors peut-être un autre slide, voilà celui-là. Donc juste aussi pour dire le défi devant lequel on est, hein, si on veut rester à 2 degrés de dérèglement climatique, c'est déjà énorme, hein, il faudrait rester à 1,5 degré. Ça, c'est le budget en rouge, le budget qui nous reste à consommer dans les énergies fossiles avérées. Et ça, c'est les ressources avérées qu'on a aujourd'hui, pétrole, gaz, charbon. Donc on doit laisser dans le sol 80% de ce trait noir-là. Voilà. Et donc, est-ce qu'on pense que l'humanité est capable de laisser dans le sol 80% ? Si on dépense plus que 25%, eh bien, forcément, la température dépassera les niveaux. Voilà. Et Glasgow n'est pas rassurant non plus là-dessus, si vous avez suivi un peu l'actualité récente. Voilà pour l'Anthropocène, de mon point de vue. Très clair mais triste tableau.
C'est marqué off là en même temps. Ouais. En fait, l'Anthropocène, je vais juste rajouter une petite chose, c'est que vous connaissez le Pléiocène, enfin il y a différentes ères comme ça de la Terre qui finit par Cène. Et du coup, je suis pas du tout spécialiste de ça, je sais pas ce que ça veut dire la racine. En revanche, l'Anthropocène, la chose qu'il faut retenir, c'est que anthropo, c'est l'homme, et donc c'est l'ère où l'homme arrive à modifier l'ensemble de la planète et, et la durabilité de son existence dessus. Et on peut d'ailleurs, et il y a plein de débats, vous disiez qu'il y avait des spécialistes qui n'étaient pas d'accord. Il y a plein de questions pour savoir est-ce que c'est l'homme dans sa totalité. On pourrait aussi, il y a des gens qui parlent de britannicocène, parce qu'en fait dans la révolution industrielle, finalement, tout l'empire qui partait d'Angleterre a une responsabilité bien plus importante que le Sénégal, par exemple. Donc c'est juste un terme qui permet de dire, là on a un moment où l'ensemble de la planète et de l'humanité, avec toutes ses nuances et ses diverses responsabilités, arrive à influencer de manière dramatique le climat. Oui, je disais avant que je redonne la parole à nos invités, est-ce qu'il y aurait déjà une question, une remarque dans le public? Bon, plus personne ne pourra dire qu'il ne sait pas hein, ce que c'est que l'Anthropocène. Alors, si je suis toujours la trame de Pascal, il avait prévu une question, dit-il, à 3 étages adressée à Pierre-Damien Huyghe. Alors je vais commencer par le premier étage. Le premier étage de ce qu'il appelle sa fusée explicative. Et Pascal faisait la remarque suivante, à savoir que nous savons et nous ne croyons pas ce que nous savons. Et c'est même, dit-il, un scandale philosophique, car savoir, c'est croire quelque chose de vrai. Bon, bref, connaître le bien, savoir ou en tout cas savoir ce qu'il ne faut pas faire pour aller droit dans le mur, c'est une chose, mais agir en est une autre. Et c'est de ce point de vue-là que la lecture du petit texte par la quantité, j'entends évidemment, qui s'intitule « Faire place », peut peut-être nous aider à y voir un peu plus clair, puisque dans ce texte, déjà, je dis déjà parce qu'on va retrouver cette figure littéraire et tragique dans d'autres textes de notre invité, et notamment dans son dernier livre, dont je ne parlerai pas ce matin, mais cet après-midi. Donc, dans Faire place, Pierre-Damien Huyghe consacrait quelques pages à une vieille histoire qui pourrait ne plus tellement nous concerner, a priori, qui est l'histoire que tout le monde connaît au moins de nom, qui est l'histoire d'Antigone, l'Antigone de Sophocle, et du rapport entre Antigone et Créon. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais quand même faire un petit rappel, un petit rappel à grands traits du pitch, comme on dirait aujourd'hui, de cette tragédie. Polynice et Théocle, fils d'Œdipe, s'entretuent lors d'un duel pour la succession du trône de Thèbes. Et Créon, leur oncle, enterre en grande cérémonie et Théocle et refuse d'enterrer Polynice, qui a attaqué la cité de Thèbes et le condamne à errer indéfiniment dans les enfers. Antigone dit non, et c'est là l'un des retournements décisifs de la pièce. Antigone dit non et elle enterre quand même, donc contre la loi de Créon, elle enterre quand même son frère. Et ensuite, Créon fera enterrer Antigone vivante pour faire respecter la loi, qui est autrement dit la raison d'État. Et donc, dans Faire place, Pierre-Damien Huyghe écrit ceci à propos du personnage de Créon. Donc je cite, « Créon, donc décideur incapable de suspendre ses décisions. » Je poursuis la citation. « Ce qui anime l'action de ce personnage,
Justement, on en parlait, vous l'évoquiez, ce qui anime l'action de ce personnage, c'est le principe de durabilité du système civique dont il est le gouverneur et le pilote, principe dont il assume de façon cohérente et sans arrêt l'inertie. Créon est logique et tout entier inscrit dans le prévisible. Une étude précise du texte de Sophocle montrerait qu'il pense en fonction d'une lignée au profit d'une descendance. Il ne voit pas la nécessité de la circonstance où il se trouve. Et il ne porte pas au présent la considération qu'il faudrait. Bon, j'arrête là la citation. Mais la question qui peut se poser, c'est de savoir si nous sommes capables, nous, pour reprendre les termes de la citation que je viens de faire, et là je m'adresse à Pierre-Damien Huyghe en priorité, est-ce que nous sommes capables de voir la nécessité de la circonstance où nous nous trouvons et non seulement de la voir, mais de la regarder et d'en tirer quelques conclusions pratiques. En fait, ma question est aussi à deux étages finalement. D'une part, pourquoi aller chercher, et non seulement aller chercher, mais aller retraduire un texte comme l'Antigone de Sophocle, dont on peut penser qu'on a à peu près tout dit et tout entendu, et qu'à part en faire un sujet scolaire, on ne voit pas tellement a priori en quoi l'Antigone de Sophocle peut nous aider à penser l'Anthropocène. Donc ça, c'est la première question. Donc c'est une question qui porte sur la ressource intellectuelle et philosophique d'un texte aussi ancien, et aussi, comme on disait à une certaine époque, surdéterminé. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que ce texte nous permet de mieux comprendre concernant la situation dans laquelle nous sommes, et qui est tout de même assez éloignée objectivement de la situation climatique de la Grèce antique. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ce retour sur Faire Place. Et j'avais même, sur le champ, oublié que dans ce livre figurait l'adjectif problématique durable. Durable, oui. Parce que on se tutoie, on peut le publier. Je pense qu'on peut va faire vrai. Donc on va D'accord, parce que dans la vraie vie, on se tutoie. Donc, bon. Donc, je pense qu'il faut préciser un petit peu les choses, parce qu'évidemment, on pourrait dire ceux qui sont, du côté écologique des choses aujourd'hui, ont la durabilité à l'esprit. Et la citation que tu viens de faire de Faire Place, elle semble aller à contresens, oui. Paradoxalement. En fait, qu'est-ce que j'ai en tête ? Pourquoi cette affaire, cette vieille histoire d'Antigone m'occupe ? Parce que je pense que Antigone est la première figure de ce qu'on a appelé au moment de la Révolution française la fraternité, qui n'est pas la même chose pour moi que la solidarité, qui est un mot aujourd'hui extrêmement répandu, en lieu et place, bien souvent, de celui de fraternité. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que la solidarité, la déclaration de solidarité ne touche pas à l'ordre des choses. C'est-à-dire, dans l'organisme physique que je suis, je ne sais pas, on pourrait dire, il y a une solidarité entre... puisque c'est un organisme, entre, je ne sais pas, je vais prendre le plus petit de mes doigts de pied et telle ou telle des zones neuronales de mon cerveau. Elles sont solidaires, mais tout le monde entend, quand je donne cet exemple, qu'elles n'ont pas la même importance. Que, bien sûr, c'est bien plus important d'avoir les neurones en bon état que le petit doigt de pied en bon état, etc. La solidarité la déclaration de solidarité n'amène aucune conséquence sur la réforme éventuelle de l'ensemble de l'organisme. J'espère que je suis clair. La fraternité, c'est autre chose. Voilà. La fraternité, alors Antigone est pour moi, mais je pense que ce n'est pas seulement pour moi, je pense que c'est dans la culture occidentale la première figure de la fraternité, pour la bonne et simple raison que sa position, c'est de dire il faut respecter les frères, quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait, même quand ils sont entrés en rébellion. Ce qui a été le cas de l'un de ses frères. Et elle proclame cette valeur de la fraternité contre le lieutenant du pouvoir, Créon,
hein. Et ça déclenche la tragédie, etc., puisque Créon maintient son point de vue, etc. Bon. Je ne veux pas être trop long, donc je vais aller vite à la conclusion que j'ai dans l'esprit. Pourquoi la fraternité, ce n'est pas la même chose que la solidarité? Parce qu'en fait, si on réfléchit, dans la notion de fraternité, il ne peut pas ne pas y avoir l'idée d'un partage de l'héritage. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi se disputaient les deux frères d'Antigone, hein, sur le partage de la succession. Hein, voilà. Donc, dans mon vocabulaire, je dirais qu'il y a une économie que j'appelle latérale ou horizontale, qui suppose une distribution du capital entre l'ensemble des vivants, qui sont tous frères. Les frères sont ceux qui partagent l'héritage, qui obligent au partage de l'héritage. Voilà. Économie latérale ou horizontale, à quoi s'oppose une économie qu'on pourrait appeler comment dire, linéaire et verticale, qui est l'économie de la transmission des fortunes. Et peut-être, bon, j'ai pas le temps de faire revenir toute l'histoire des mots, mais la transmission du capital. Hein. Le capital, c'est quelque chose qui n'est pas voué à se disperser, mais au contraire à s'agglomérer. Hein. Donc je pense qu'il y a deux grandes économies. Une économie verticale qui valorise la transmission des fortunes et la logique de la capitalisation des fortunes, c'est-à-dire caput capitis en latin, capital, c'est la tête. Tout sur une seule tête. Voilà. Le plus possible sur une seule tête. Hein. La concentration du capital, c'est vrai, il y a cette économie-là, et il y en a une autre, qui est donc l'économie horizontale. Je lis ça dès l'origine de la pensée occidentale dans la tragédie de Sophocle, donc Antigone. Donc une autre économie qui est une économie de la fraternité et qui suppose, au fond, de décapitaliser, on pourrait dire, de penser à plus petite échelle, hein, et de penser en termes de distribution, de partage, etc. Voilà. Est-ce que je réponds à peu près à ta question? Oui, merci Pierre-Damien. Tu réponds d'autant mieux que la transition est toute trouvée, mais donnée sur un plateau pour m'adresser à Simon Givelet et lui poser la question suivante. Tu évoquais une autre manière de... Enfin, même pas une autre manière, une façon de peut-être d'en finir avec l'obsession du capital. Et il se trouve que Simon Givelet, depuis 2 ans, alors j'ignorais, hein, vous développez au couvent des Clarisses ce que vous avez appelé le laboratoire de frugalité appliquée, me dit-on. Et à travers cette occupation transitoire de ce lieu roubaisien, vous développez une expérimentation à l'échelle 1 de ce qui pourrait être, je ne sais pas si l'expression est de vous, mais un design de résilience. Et donc la question, c'est de savoir si, est-ce que vous pouvez nous décrire cette expérience et à quoi correspondrait un design de résilience, quel est le rapport avec la frugalité appliquée et de loin en loin, dans quelle mesure ce type d'initiative pourrait se proposer, en tout cas à l'échelle locale, comme une alternative à une économie qui place le capital à tous les étages. Vous m'interrompez alors, parce que je ne sais pas que ce soit trop long non plus. Mais je peux reprendre ma question si vous voulez. Non, mais c'est parce que c'est très vaste et puis rien que le projet est... Peut-être nous présenter le projet d'abord, le projet de... Ouais. Alors le design de résilience, c'est pas de nous, je crois pas. En fait, notre approche, elle est beaucoup plus pratique, disons. Elle est et pour donner ma propre expérience, c'est qu'en fait, moi, je viens d'un tout petit village en Savoie. Et l'anthropocène, je ne l'ai pas du tout compris à travers des graphiques. Je l'ai compris en regardant mon environnement. Et donc, en fait, c'est assez facile en Savoie, à 1600 mètres d'altitude, de voir que la planète se réchauffe, de voir que d'une année sur l'autre, les plantes ont du retard, qu'il y a de moins en moins de neige. Moi, je devais faire un tunnel pour entrer chez moi à Noël. Et puis là, ça fait peut-être 5 ans où il pleut à Noël, en fait. Donc,
ça se voit, c'est tangible. Je comprends que peut-être en ville, on a un petit peu moins de capteurs, c'est un petit peu moins précis, mais en tout cas, pour moi, c'est assez clair depuis que j'ai à peu près 13 ou 14 ans que c'est une prise de conscience que d'une part, il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer, et que d'autre part, là je vous parle d'une prise de conscience d'un enfant, l'enfant que j'étais, que je pensais que globalement les adultes avaient quand même bien prévu un truc, et vers 13-14 ans, j'ai compris qu'en fait ils n'avaient rien prévu du tout, et que c'était niqué, quoi. Enfin, je sais pas comment dire autrement, mais ça va pas le faire. Et donc face à ça, il y a forcément une angoisse assez forte, c'est-à-dire moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? C'est gigatonnes de CO2 qu'il faut laisser dans le sol, c'est questions sociales, parce qu'on dissocie absolument pas la question sociale de la question climatique. Le fait que on utilise, je sais pas moi, enfin après ça après il y a des exemples partout, je vous laisserai les voir et les confronter, mais je sais pas, les toilettes par exemple, il y a à peu près un peu moins d'un tiers de la population qui n'a pas accès aux toilettes, et nous on chie dans de l'eau potable. C'est quand même incroyable, on a entre 6 et 9 litres d'eau par chasse d'eau, et pourtant je suis bien aussi allé voir des gens qui avaient 6 et 9 litres d'eau, ça leur servait à durer plusieurs jours. Voilà. Donc en fait, disons que à travers le prisme individuel, ça peut faire peur, enfin ça fait peur je pense. Et donc l'association, et plus particulièrement le projet au monastère, c'est en fait appréhender ces questions-là, ces questions d'impact environnementaux, à travers le prisme de la communauté, de une, et à travers le prisme de notre impact professionnel, de deux. Alors maintenant, en quoi c'est une alternative? C'est une alternative à plein de choses dans la méthode et dans le récit. C'est-à-dire que dans le récit, on a parlé de laboratoire parce qu'on aime bien, dans l'association ZERM, fonctionner par anticipation. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes allé voir Dune, par exemple, le film Dune, qui est un film qui est tiré d'un livre, enfin de plein de livres même. Et ben, ce processus d'anticipation, c'est-à-dire que Frank Herbert donc l'auteur du livre a écrit une histoire, et là en l'occurrence c'est pas forcément particulièrement de l'anticipation, c'est peut-être plus de la science-fiction, mais ça nous permet d'imaginer notre société, la société actuelle, et ça nous permet de la confronter à des contraintes qui ne sont pas forcément encore présentes ou pas aussi fortement présentes. Et donc nous, l'anticipation qu'on fait au monastère des Clarins, c'est de se dire, on est dans un futur où on a un extractivisme qui est arrivé quasiment à zéro, ou qui est très faible. On doit dépenser de l'énergie par personne qui est à un montant bien inférieur à celui qu'il est aujourd'hui. Comment on fait pour réexploiter les architectures dont on hérite, et pour ne pas construire de nouveau? Comment on fait pour imaginer, toujours à travers le prisme de la communauté, l'ensemble d'un petit bout de société avec des impacts très réduits et avec du plaisir? Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça ne marchera pas. En tout cas, nous, on pense que ça ne marchera pas. Si c'est une corvée d'aller prendre sa douche, d'aller dormir, d'aller manger, d'aller faire le jardin ou je ne sais pas trop quoi, on n'emportera pas grand monde avec nous, et ça ne va pas être très opérationnel. Voilà, donc en fait, l'alternative et l'expérimentation, elle est autant dans la méthode, c'est-à-dire de l'occupation transitoire, de la réhabilitation alternative, des mandats patrimoine, de l'étude de faisabilité en acte. Enfin, ça, c'est autant de pièces contractuelles, de tests qu'on est en train de faire pour répondre à un certain nombre de blocages dans notre société, genre la vacance urbaine. En Europe, on a 11 millions de logements vides et on a 4 millions de SDF. Ça voudrait, alors, en théorie, je n'ai pas dit qu'il faut mettre ces SDF dans ces logements, mais en théorie, on pourrait quasiment dire qu'il ne faut plus construire. De manière plus locale, on a des années 90, avec la ville renouvelée, la métropole de Lille a identifié la résorption de friches urbaines comme étant un outil de renouvellement urbain. On a mis les bouchées doubles là-dessus et on a résorbé 128 hectares de friches. Et dans le même temps, il y en a 500 hectares qui sont créés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 hectares de friches industrielles dans la région. Et ça, c'est un problème parce que déjà, c'est pas politiquement acceptable d'avoir autant d'espaces vides et autant de gens qui ont besoin de cet espace, qui ont besoin de toits, qui ont besoin d'activités et compagnie. Et ensuite, c'est un vrai problème de ne pas savoir réhabiliter les espaces qui existent et de construire autant à foison. Et vous le savez, peut-être ou pas, mais
à Roubaix, il y a une procédure une démarche de renouvellement urbain qui est en cours, qui est une des plus grandes de France. Et c'est comme ça qu'on refait les villes, plutôt que de savoir réhabiliter les friches. Et ça occasionne énormément de démolitions. Démolition, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, le BTP, donc bâtiment travaux publics, c'est 73% des déchets de France, ce qui est considérable, et la moitié de l'énergie aussi en France. Donc en fait, l'alternative donc de toutes ces petites méthodes dont je vous parlais, c'est comment on fait aujourd'hui pour réhabiliter des sites qu'on n'arrive pas à réhabiliter pour plein de raisons, que la collectivité n'arrive pas à réhabiliter pour plein de raisons. Donc ça, c'est la méthode, disons. Et le sujet, la manière qu'on a de le faire, c'est justement d'y mettre ce laboratoire. Bon, on a appelé de la frugalité appliquée à un moment donné, mais en tout cas qui s'attache à essayer de tester des solutions, des expérimentations concrètes qui visent à réduire les impacts environnementaux à travers tout ce qu'on fait et en prise avec les contraintes réelles, c'est-à-dire en prise avec la diversité des gens qui viennent dormir à l'auberge de jeunesse, manger chez nous, faire des événements, à la programmation culturelle, travailler, tout ça. Et donc c'est ces gens-là qui sont, autant que nous d'ailleurs, qui sont expérimentateurs de ces tests-là. Merci Simon Givlet pour cette réponse très, très circonstanciée. Vincent Boutry, est-ce que vous souhaitez réagir? Parce que je vois qu'il se passe des choses visiblement au quartier, dans le quartier du Trichon. Et peut-être vous pourriez nous en dire un mot, s'il vous plaît. Oui, donc on essaie à partir des habitants de Roubaix, de penser à un mouvement de transition écologique, donc d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme moyen, comme richesse et comme handicap pour penser notre alimentation localement, pour penser l'hospitalité face au risque d'afflux de migrants, pour penser de nouvelles formes d'habiter la ville, d'échange. Alors, on a bâti des projets qui, à chaque fois, regroupent des projets sous forme associative pour faire collectif. Parce que la question qui nous est posée, c'est comment on refait collectif. Donc, il y a une université populaire et citoyenne qui amène des réflexions et qui empêche de nous endormir. Parce qu'on est dans l'abondance. Et bon, voilà, il y a une vague histoire sur le dérèglement climatique, mais on a très vite plein d'autres problèmes beaucoup plus importants, soi-disant, qui prennent le dessus. Et cette question du dérèglement climatique, on la reporte ou on la décale. Donc, université populaire. Il y a Baraka, qui est une coopérative, un restaurant qui est un tiers-lieu de la transition et qui est un espèce de quartier général, je dirais, de toutes nos dynamiques. Il y a le collectif des paysans urbains du Trichon. Donc paysans urbains, donc on n'est pas paysans du tout, mais on est beaucoup urbains, mais on est un petit peu paysans tout de même. Et donc là, l'idée, c'est de reconvertir une friche pour en faire une zone de maraîchage. Il y a un jardin partagé, puis d'associer les gens du quartier. On a créé un LKJET, un groupement d'achat à circuit court, donc, où 400 familles essayent de repenser leur façon de consommer. Et puis, bon, il y a plein d'activités autour de ça. Il y a un repair café, il y a un atelier réparation vélo, enfin des tas de choses comme ça. Mais je pense qu'à travers ces actions-là, le plus important, c'est comment on développe une culture de l'entraide dans la ville et dans Roubaix. Ça rejoint le propos sur la fraternité pour moi. Aujourd'hui, on a très peu de temps pour s'adapter. Et la question maintenant, ce n'est pas tant l'atténuation, c'est-à-dire réduire notre empreinte écologique, parce que les carottes sont cuites, je dirais. On va franchir, on est en dehors du cadre et on va dépasser les 1,5 degré de dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer. Bien sûr, il faut continuer à atténuer notre empreinte écologique, mais il faut être dans l'adaptation, il faut penser l'adaptation à des situations de crise. Et c'est la logique du mouvement des villes en transition, fondé par Rob Hopkins en Angleterre, de penser des communautés locales résilientes. Et donc, il faut arriver à refaire des collectifs et je dirais, on sauvera notre peau par les relations qu'on a su nouer avec nos voisins. Tout seul, on ne survivra pas longtemps si on arrive à faire collectif. Et donc, ça veut dire comment on noue des relations de fraternité. Pourquoi nouer des relations de fraternité ou d'entraide, disent certains? Parce qu'il va falloir se mettre d'accord rapidement avec son voisin qui vote Front National et qu'on ne peut pas blairer pour ne pas se taper dessus le jour où il y a des situations de pénurie et de tension. Donc voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui qui est devant nous, c'est de créer ce type de relation d'entraide. Et on sait qu'en situation de pénurie, l'entraide peut se développer très fort entre nous, mais aussi la violence.
Et c'est ce qu'on dit des quartiers populaires, d'ailleurs, souvent en France, hein, c'est à la fois, ouais, il y a plus de solidarité, mais il y a plus de violence. Et donc peut-être qu'à Roubaix, on a des savoir-faire, parce qu'il y a une certaine partie de la population qui est déjà dans des situations plus ou moins d'effondrement, qui est plus dans le système boulot, consommation, et qui s'est organisé autrement. Et peut-être que voilà, ça peut nous aider. Et on peut arriver à faire un démonstrateur à Roubaix et à basculer une majorité qui voilà, qui n'est pas encore qui n'a pas encore anticipé, hein, parce que c'est très difficile de se mobiliser autour de cette question-là, parce que tant qu'on n'a pas l'eau sous les moustaches, on ne bouge pas. On dit, parce que cette situation-là, on ne l'a jamais connue. C'est jamais arrivé dans notre histoire. Donc quelque chose qui n'est jamais arrivé dans notre histoire, on a tendance à dire que ça n'existe pas, ou qu'on verra plus tard, ou que bon, oui, ok. Donc voilà, on a une vraie difficulté à ce que notre cerveau se mobilise là-dessus. Voilà. Merci. Alors en effet, on a des vraies difficultés à ce que notre cerveau se mobilise là-dessus, et ça pose finalement, entre autres questions, hein, la question de savoir dans quelle mesure la peur est un affect qui nous aide ou pas. J'ai en tête un livre d'un des spécialistes de cette affaire de la peur. Je pense au livre de Jean-Pierre Dupuis qui s'intitule Pour un catastrophisme éclairé, je crois, et qui, lui, je crois, fait de la peur envisage la peur d'une manière quasi salvatrice et heuristique, quoi. Il y a du bon dans la peur, alors il y a du bon dans la peur, c'est sa thèse, hein, que je résume très grossièrement, évidemment, en disant ça, comme ça, mais enfin, ça peut se discuter tout de même. Et là, je m'adresse à vous trois, peut-être à Pierre Damien en priorité, parce que je sais que par ailleurs, il a aussi réfléchi et débattu à ce sujet. Concernant donc quelle valeur a la peur pour nous aujourd'hui, et doit-elle en avoir une de valeur d'ailleurs, non pas au niveau individuel uniquement, mais au niveau, au niveau planétaire d'une certaine façon. Est-ce que oui, la peur peut-elle nous aider à ne pas attendre qu'on ait les moustaches au bord de l'eau, comme vous disiez? Moi, je n'ai pas l'habitude de prendre position brutalement, mais j'ai l'impression que ta question va m'y obliger. Donc, je dirais que mais le fait que je le dise est évidemment pas suffisant. Il faut y apporter des arguments. Mais enfin, pour commencer, je dirais que ma position, c'est plutôt de penser que la peur n'est pas bonne conseillère. Voilà. C'est pourquoi ma question était si directe. Oui, ce qu'on peut obtenir par ceux qui ont prophétisé les catastrophes dans l'histoire de l'humanité ont toujours été ceux qui s'apprêtaient à prendre le pouvoir. Voilà. Je veux dire, si on veut fabriquer une tyrannie, il faut commencer par effrayer ceux qu'on va tyranniser. Je pense que c'est une leçon assez ancienne, cette affaire-là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On peut prendre ça sur le plan, disons, métaphorique. Quand quelque chose me fait peur, je sursaute. Et qu'est-ce que c'est que le sursaut? C'est le devenir rigide de son propre corps, qui est, au fond, on parle aussi de la rigidité cadavérique, c'est-à-dire, en fait, c'est mortifère. L'annonce de la catastrophe, et je pense qu'elle est mortifère. Je pense qu'il faut trouver à parler de ça dans d'autres de ça, c'est-à-dire du sujet qui pourrait faire peur, qui peut faire peur dans d'autres circonstances. Et qu'en fait, la question qui fait, si on en est là, c'est pas parce qu'on n'a pas eu assez peur. Si on en est là, c'est parce que le monde est injuste. C'est parce qu'il y a des distributions de richesses qui ne se font pas. Ou c'est parce qu'il y a des accaparements
qui ont lieu ici et qui rendent c'est pas la pauvreté, c'est la misère, voilà, incontestable. Je pense que les questions sont à politiser d'une certaine manière, au sens où derrière ce que signalent mes voisins ce matin, il y a pour moi, ou en amont de ce qu'ils signalent, il y a toujours une question de justice. Qu'est-ce qui est juste de faire? Et je pense que si on répond à cette question, ce qui est juste de faire, c'est jamais de s'accaparer des richesses, par exemple. C'est jamais de manquer au partage, par exemple, etc. Donc je crois que c'est la question principale. Voilà. Merci Pierre Desmains. Oui, alors, le mot a été lâché, celui de politique. Vincent et Simon, chacun pour de votre côté, dans les actions que vous menez, est-ce que vous diriez, est-ce que vous avez le sentiment, voire la conviction ou pas, de mener des actions politiques, enfin d'agir politiquement? Ouais, moi je pense que c'est essentiel. Alors il faut bien sûr repenser la politique, mais en fait l'économique a pris toute la place et on a perdu nos savoirs politiques, c'est-à-dire notre capacité à échanger et à exprimer nos contradictions. Et c'est pour ça qu'il faut la fraternité pour pouvoir échanger nos contradictions et sans quitter la table ou sans avoir suffisamment confiance les uns et les autres pour pouvoir se parler et échanger nos contradictions et bâtir des compromis pour avancer ensemble et pour pas qu'on se divise. Et donc retrouver les savoirs politiques qui ont été totalement dévalorisés, qui ont été enfermés uniquement dans la politique représentative, c'est-à-dire les moments électoraux, et on a perdu totalement la politique de l'intérêt général, de la démocratie participative, disent certains. Et donc, nous, le mouvement de l'Université populaire, c'est parti là-dessus. C'est-à-dire qu'on était tous dans des logiques de dispositifs. On était des travailleurs sociaux, des militants, dans des logiques avec notre petit public, notre petit machin. On voyait jamais, on n'avait jamais une vision globale. On ne se parlait jamais en tant que citoyen. Et être citoyen, c'est pouvoir parler, y compris si on n'est pas compétent. C'est-à-dire sortir. Toute la société est organisée de manière taylorisée, industrielle. Et voilà, si tu n'es pas compétent, mais moi je peux rien dire parce que j'y connais rien. Mais justement, quand on voit des processus comme la conférence pour le climat, c'est justement comment les citoyens sont porteurs de l'intérêt général. Un citoyen, il n'y a pas besoin d'être formé pour être citoyen. Un analphabète, il a quelque chose à dire aussi, autant que le gars qui est... Et les experts nous ont aussi menés dans le mur bien des fois. Donc ces savoirs politiques, retrouver ces savoirs politiques, c'est à mon avis essentiel au sens de rediscuter. Parce que l'économique nous a dit, en fait, ne vous inquiétez pas, le monde est infini et la prospérité, la croissance va toujours grandir et par ruissellement, les plus pauvres auront un peu plus. Bon, et donc, on va réduire les inégalités. Et, sauf que et donc il n'y a pas besoin de discuter politique, puisque on va discuter éventuellement de la répartition des fruits de la croissance. Mais pour moi, discuter politique, aujourd'hui, c'est de dire le gâteau, il ne s'agrandit plus, il est fini, et il va falloir que tu abandonnes un bout de ton gâteau à ton voisin. Et là, ça devient une discussion politique, parce que tu dis, ah oui, attends, là, je ne suis plus d'accord, et pourquoi je lâcherais un bout de mon gâteau? Et c'est ce type de discussion qui devient politique et qui est vraiment importante pour moi, et c'est ça qu'on doit retrouver dans nos discussions et dans notre façon de fabriquer la ville, et pas être simplement des économistes. Et un des projets dans ce qu'on fait au Trichon, par exemple, ok, on va faire une ferme, un groupement d'achat, un machin, un truc, mais il faut que ce ne soit pas que des projets économiques. L'important, c'est comment on crée de la communauté, comment on dépasse une relation marchande, j'achète, je m'en vais, et avec la monnaie qui me libère de tout, j'en ai rien à faire de ce que pense la caissière, moi je paye ma marchandise. Là, nous, on fait des communautés de gens. Excusez-moi, surtout qu'on peut se passer de caissière en plus aujourd'hui. Peut-être, alors voilà, en plus, ouais. Donc voilà, c'est ces communautés-là qu'il faut recréer, et pour apprendre à se reparler,
Et c'est un effort, c'est une transformation. On a perdu, on s'est mis à distance les uns des autres par l'argent, par la consommation, par notre histoire d'autonomie où on dit on n'a pas besoin de demander aux autres, je peux me débrouiller tout seul, mais en fait on peut se débrouiller tout seul parce qu'il y a une économie derrière et du pétrole, enfin voilà. Et donc ces questions-là, la question politique, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Merci Vincent. Je pense que Pierre Damien voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose parce que en fait, je m'adresse à un public d'élèves, enfin, ou d'étudiants, je ne sais pas comment vous dites, pour lesquels le mot design, en principe, n'est pas rien, sauf erreur de ma part, dans cet établissement. Oui. On est bien d'accord. Et donc, j'ai envie de préciser que, enfin, je dis souvent qu'il ne faut pas confondre ce qui est secondaire et ce qui est second. Il y a des choses qui ne peuvent être faites qu'en second et qui ne sont pas secondaires, mais on peut les faire qu'après avoir fait quelque chose avant. Et ce n'est pas secondaire. Voilà. En l'occurrence, je dirais ça de la politique. La politisation du sujet qui nous fait parler ce matin, elle n'est certainement pas secondaire, mais peut-être qu'elle est seconde, c'est-à-dire que c'est le type de question ou la manière de s'adresser les uns aux autres qu'on ne peut faire qu'après qu'on a fait quelque chose auparavant. Et quoi donc ? En l'occurrence, produire des objets. Ce dont les êtres humains ne peuvent pas se passer, c'est de fabriquer des objets avec lesquels ils vivent. On est une espèce vivante qui n'est pas capable de vivre sans être accompagnée d'un outillage d'objets qu'elle a produites elle-même. Ce sont des affirmations d'ordre anthropologique radical. Ça, c'est premier, ça. Si je dis ça dans un autre langage, ce qui est premier pour l'espèce humaine, c'est de pouvoir mettre au monde des objets, donc les fabriquer, peut-être les concevoir, j'y viens dans une seconde, en tout cas les fabriquer et ensuite vivre avec. Il se trouve que la façon dont les humains se mettent ensemble pour faire ça, qu'ils ne peuvent pas ne pas faire, finit par poser des questions. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait de manière juste? Qui sont des questions politiques, qui sont des questions pas secondaires, mais qui sont des questions secondes. Donc je pense que... Alors j'ajouterais d'autre part un argument, disons, démocratique. Personnellement, je ne suis pas fabricant immédiatement d'objets dans mon activité professionnelle. Mais je revendique néanmoins de pouvoir dire mon mot sur les fabrications que les autres font, dont je suis par ailleurs un utilisateur. C'est-à-dire je revendique le fait d'être citoyen en toutes circonstances. Peut-être fabricant tout le temps, c'est pas la même chose. Voilà. Bref, je dirais que pour les étudiants comme vous qui inscrivez quelque chose de vos projets, de votre personne, au nom de quelque chose qu'on appelle design, qui est quand même du côté alors de la conception et de la fabrication, peut-être qu'il faut poser comme ça, parce que ça vous regarde. Ça vous regarde en tant que bientôt professionnel. Ce qui vous regarde, c'est de fabriquer des objets qui seraient... tu parlais de faire place tout à l'heure, donc j'y reviens, que j'ai appelé hospitalisables. Plaidoyer pour une technique hospitalisable, c'est-à-dire des objets qu'on peut hospitaliser. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On répare et on soigne, ou on soigne et on répare. C'est-à-dire des objets qu'on peut soigner et qu'on peut réparer. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Des objets démontables, des objets qui pourraient passer sur des tables d'opération une fois qu'ils ont été fabriqués, hein, dans lesquels on pourrait rentrer, qu'on pourrait refaire des choses de ce type-là, qui ferait que beaucoup de choses qui finissent aujourd'hui à la poubelle n'y finiraient pas, puisqu'on pourrait les faire, les réparer, les entretenir, etc. Je pense que là, il y a une responsabilité directe de ceux qui vont faire quelque chose dans le monde technique, qui est donc le soignable, le réparable, l'hospitalisable. Merci pour ce salutaire rappel citoyen en toutes circonstances. Je prends note. Donc c'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. En fait, la peur, en ce moment, il y a énormément de livres sur la peur, plutôt des jeunes générations, par rapport au dérèglement climatique. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Comment ? Éco-anxiété, c'est ça.
Et il y a même des expressions, je ne sais plus, en Suède, il y a une expression qui caractérise la peur de prendre l'avion pour ne pas dépenser du kérosène. Et en fait, effectivement, moi je pense que la peur, elle est mauvaise conseillère. Je pense aussi que la peur n'évite pas le danger. C'est-à-dire que quand même, on a... alors c'est sûr que là, c'est plus que de la peur, c'est du stress et de l'anxiété. Et c'est sûr que par contre, on a des discours politiques qui vont, donc politiciens, qui vont nous servir des alternatives, des solutions, des choses comme ça. Moi, je pense qu'on a, donc effectivement, ça fait peur. Je dis pas que ça fait pas peur. Et donc ça, c'est une position notamment personnelle, mais en fait, si on regarde un peu ce qui se passe en dehors de notre ville, en dehors de notre pays, nous, on va quand même vraiment très très bien quand même. Et je vous dis ça parce que je suis allé dans pas mal d'autres pays et j'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai de la famille argentine, on parle beaucoup de plein de choses et les points de vue sont quand même toujours. Enfin, donc la conclusion, c'est quand même toujours que nous, on est quand même vraiment très bien. C'est-à-dire nous, l'association ZERM, on a pu ne pas se payer pendant 3 ans pour se dédier à faire ce qu'on fait. Nous, on a la possibilité de, par exemple, dire qu'on va choisir avec qui on va travailler, on va choisir ce sur quoi on va travailler, comment on va travailler, on va se créer notre outil de conception, parce qu'on est dans un pays qui nous permet ça. Et donc en fait, je pense que plus que la peur, moi je pense que après c'est personnel, c'est affectif, c'est émotionnel, mais je pense qu'on a ici tous dans cette salle les moyens de remettre en question la croissance, de remettre en question notre confort, parce qu'en fait on n'a aucune limitation. Moi, personnellement, j'ai aucune limitation. Si je veux une voiture, j'ai une voiture. Si je veux un livre, j'ai un livre. Si je veux voyager, je peux voyager. Et en fait, je pense que c'est notre principal atout. Et s'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose pour répondre à cette question de peur, bah, c'est quand même bien nous, je pense. Après, ça s'engage que moi, hein, c'est mon point de vue, mais chacun peut se positionner là-dessus. Donc effectivement, je pense que la politique politicienne peut est une profession pour certains, peut nous éloigner aussi un petit peu des questions d'impact. Moi, je vous parlais d'impact au début, et je pense que c'est important de réfléchir aux impacts climatiques, énergétiques, sociaux, plutôt que de rentrer dans des énergies renouvelables, recyclage, économie circulaire, économie bleue, économie verte, et nanana. On a fait d'énormes bêtises au nom de l'économie circulaire. Et ça, c'est notamment des rouages politiques qui vont nous emmener à préférer, par exemple, la voiture électrique. Alors la voiture électrique, on le sait depuis le début que c'est plus polluant qu'une voiture thermique. Et quand je dis on le sait, c'est qu'il y a des rapports qui ont été remis au gouvernement, qui avaient notamment demandé des études là-dessus, et c'est plus polluant. Mais c'est moins polluant ici, c'est plus polluant là-bas. Et puis ça veut dire que c'est aussi un modèle économique, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que tous les constructeurs automobiles, ils ont une gamme électrique, et ça relance une industrie de l'automobile. Vous avez votre part à jouer aussi là-dedans, c'est entre parenthèses, en tant que concepteur, en tant que designer. Et donc ça, je pense que, et c'est pareil que comme les pailles recyclables, par exemple. On a dit on va réduire le plastique de l'océan, enlever le plastique de l'océan, en faisant des pailles recyclables. Mais les pailles recyclables, c'est 0,02% des plastiques de l'océan. Si on veut réduire le plastique de l'océan, on arrête de manger du poisson. Il y a 25% de ce plastique, c'est des filets de pêche. Et donc, les deux choses dépendent, ces deux réponses en fonction de si on pose la question des impacts ou la question de l'économie circulaire, de tout ça. Voilà, c'est un peu diffus, mais c'est pour rebondir un petit peu là-dessus. Et juste une dernière chose, je pense que quand même, il y a des questions. Il y a un peu des questions émotionnelles. En fait, on parlait de justice à un moment donné, mais je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Rachel Carson qui a écrit Silent Spring. C'est peut-être, on le cite souvent comme un des premiers ouvrages écoféministes ou écologiques. Je crois que c'est en 68, je crois qu'elle a écrit ça. Et elle parle justement de telle et telle espèce de grenouille qui a disparu. Bon, voilà. Et je pense que c'est aussi individuellement, de manière citoyenne, qu'on peut se positionner vis-à-vis de ça. Moi, je trouve que c'est traumatisant qu'une espèce disparaisse. Une espèce biologique qui est disparue, ça veut dire qu'elle réapparaîtra jamais. Si ça vous rend insensible, si ça ne vous touche pas,
peut-être qu'il n'y a pas particulièrement de solution à amener à la crise climatique, parce qu'on parle beaucoup d'entraide, de solidarité. Je ne sais pas s'il y a une solution, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais par contre, on peut agir, et notamment au niveau émotionnel, sur ce que ça nous touche, cette question climatique. Par rapport à une question de justice notamment. Merci pour cette généreuse réponse, Simon Givlet. Je ne connais pas personnellement le livre que vous évoquez. En revanche, je connais un peu un certain Victor Papanek. Et en 1972, il écrivait ceci dans son ouvrage qui maintenant est traduit en français, hein, donc Design pour un monde réel. Donc je cite, il écrivait ceci, on est en 1972. Si le design tient compte de l'écologie, il devient aussitôt révolutionnaire. Tous les systèmes actuels, capitalisme privé, socialisme étatique et économie mixte, se fondent tous sur le même postulat. Nous devons acheter davantage, consommer davantage, rejeter davantage, c'est-à-dire couler le bateau-terre. Un design écologiquement responsable se doit de rester indépendant de toute préoccupation du produit national brut. On ne dira jamais assez que, dans les problèmes de pollution, le designer est plus lourdement impliqué que la plupart des gens. Et un peu plus loin dans son livre, il enfonce le clou et il écrit de manière un peu provocatrice « À quoi a-t-on besoin de designers ?» Bon, il répondra par l'affirmative. Mais il pose quand même la question. Mais ce qui m'arrête, entre autres choses, dans cette citation un peu longue, c'est l'idée que tenir compte des problèmes écologiques, ce serait ipso facto devenir révolutionnaire. Or, je me demande, enfin je vous demande à tous les trois, hein, dans quelle mesure l'écologie, et c'est vraiment d'actualité et de circonstances, notamment en France, dans quelle mesure l'écologie peut-elle tenir lieu de politique ? Vu qu'il y a des philosophes, il faudrait peut-être préciser la politique, c'est-à-dire que moi je vais donner la parole à Pierre-Damien Huyghe, surtout que je sais par ailleurs qu'il a déjà dû devoir débattre de cette question. Bon, alors, mais comment dire ? C'est difficile parce qu'il y a des endroits où il faudrait qu'on discute sur les concepts. Et puis il y a des endroits dans lesquels, comment dire, on est plus dans des situations où il y a du monde, où on est nombreux et où il est plus attendu éventuellement des effets rhétoriques que des discussions véritables. Alors tant pis pour moi. J'ai des difficultés, je vais assumer tout seul, j'ai des difficultés avec le concept d'écosystème. Ce qui me gêne dans écosystème, c'est deux choses. C'est que je ne sais pas si quelqu'un sait ce que éco veut dire dans écosystème. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça renvoie à écologie ou à économie. Et ce n'est pas du tout la même chose, suivant qu'on a comme complément à éco le mot logie ou le mot nomie. Parce que écologie, ça renvoie à une logique imparable, ou supposée imparable. Économie, nomos en grec, ça se discute. C'est la distinction entre le juste et le pas juste, les amis et les ennemis. Enfin, ça se discute en tout cas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre dans éco de écosystème ? Plutôt économie discutable ou plutôt écologie indiscutable ? Et c'est redondant avec le mot système. Si c'est systématique, il n'y a rien à discuter. Voilà, s'il y a un système, il n'y a plus rien à discuter. Ça me gêne. Voilà. Donc ma question de fond, elle est là. C'est est-ce qu'on est dans une situation systématique qu'on peut décrire, annoncer, parler comme telle, et dans ce cas-là, nous n'avons plus qu'à subir le système comme il est en train de se dérouler, ou bien est-ce qu'on est dans une situation pour laquelle je n'ai pas d'autre mot sous la main tout de suite que de dire ouverte, et par conséquent discutable. Voilà. Et je pense, c'est comme l'argument du pari de Pascal, je pense que nous avons, en tant qu'espèce vivante, intérêt à parier pour l'hypothèse selon laquelle nous pouvons encore discuter. Nous ne sommes pas dans une situation systématique. Voilà. Même si c'est faux, nous avons intérêt à penser que nous ne sommes pas dans une situation systématique. Sinon,
c'est le désespoir. Et je ne vois pas qu'on puisse faire quelque chose de bien sous l'aune du désespoir. Voilà. Donc, pratiquement, je pense qu'il faut refuser le concept d'écosystème. Je n'y arriverai jamais, hein, bien entendu. Je dis ça pour réfléchir. C'est une proposition excessive. En tout cas, penser que nous ne sommes pas... peut-être que nous y sommes dans une situation désormais systématique, mais pratiquement, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons même pas, les quelques jours qui, par hypothèse, nous resteraient à vivre, les vivre à peu près heureusement, si nous pensons que nous sommes dans une situation systématique et partant indiscutable. Est-ce que j'ai répondu à peu près? Oui, tu as répondu et ça fait écho à une citation de toi qu'avait relevé notre cher Pascal et que je m'empresse de lire tout de suite. C'est toujours d'en faire place, hein, où tu écrivais ceci qui fait écho à ce que tu viens de rappeler là, en évitant toute rhétorique. Il importe de pouvoir se développer. Il importe, donc je cite, hein, c'est dans l'ouvrage qui s'appelle, qu'on cite depuis tout à l'heure, qui s'intitule Faire place. Il importe de pouvoir se développer. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Catastrophique serait un monde qui, tout à fait durable et plus jamais ouvert, écarterait les générations qui viennent de la création, les empêchant de faire paraître quoi que ce soit de leur fait. Paradoxalement, pour que l'humanité se poursuive, même encore 5 minutes, paradoxalement, pour que l'humanité se poursuive, il ne faut pas qu'elle succombe sous le poids des valeurs testimoniales et patrimoniales. On retrouve ce qu'on disait au début à propos d'Antigone et de Créon. Il faut, c'est l'humanité, hein, il faut qu'elle puisse non pas jouer encore dans le système légué des générations antérieures, mais rejouer ce système lui-même, le relancer pour peut-être le décaler et le redéfinir aussi bien. En tout cas, je relis cette incise. Hein. Catastrophique serait un monde qui, tout à fait durable et plus jamais ouvert, écarterait les générations qui viennent. C'est-à-dire que la catastrophe, elle serait dans une durabilité systématique, en fait, et complètement fermée. C'est pourquoi je rebondissais, comme on dit, en citant ce passage de Faire place, en fait, où le pire, ce serait de ne plus avoir rien à discuter. De certaine manière, c'est la mort de la politique. Tout à l'heure, quand Vincent Boutry, vous évoquiez un certain savoir politique, je me demandais si vous pensiez ou pas à la capacité de prendre la parole. Est-ce que c'est à ce savoir-là que vous pensiez ? Est-ce que finalement le savoir politique minimal est qui fait, pour reprendre l'expression de Pierre Damien, que nous sommes tout le temps citoyens d'une certaine façon, et tous citoyens, comme vous l'avez dit vous, même les analphabètes. Est-ce que ce savoir, je ne sais pas s'il faut dire savoir, en tout cas ni même compétence, en tout cas pas expertise, mais est-ce que ce pouvoir politique, en fait, ou cette puissance politique, est-ce qu'elle réside dans le fait pour chacun de pouvoir prendre et d'oser prendre la parole ? Alors, oui, en partie. Le problème, c'est aussi écouter. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un débordement de prise de parole individuelle, enfin, notamment avec les réseaux sociaux, et où on n'arrive plus à avoir des assemblées où on échange des arguments et où on s'écoute les uns les autres et on s'enrichit et on a des débats philosophiques, politiques qui nous permettent d'avancer. Et on est plutôt dans l'invective et dans l'accumulation, je dirais. Et donc c'est à mon avis une dérive par rapport à la politique. Moi, ce que je voulais dire, c'est aussi... moi, je crois qu'on est dans une situation tout de même où on est obligé d'envisager la catastrophe. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il y a une probabilité de plus en plus forte qu'on soit dans des situations catastrophiques. Et donc, on est obligé d'essayer de réfléchir qu'est-ce que je vais faire dans une situation catastrophique. Parce qu'il y a toujours encore possibilité d'agir. Et on croit qu'il faudra agir.
Et donc, et que même au nom de l'humanité, on doit envisager d'agir. On ne peut pas rester les bras ballants en disant bah, de toute façon c'est foutu, parce que c'est le jour où ça nous arrivera vraiment, on voudra, si on voit ses proches ou des gens qui sont en difficulté, on agira. Et donc, il faut essayer de se préparer un petit peu, avoir un peu de bagage pour agir le plus intelligemment possible, pour que nos pulsions de violence ne prennent pas le dessus, pour que les pulsions d'entraide soient plus fortes. Donc moi, je crois que c'est important de voir ça et d'envisager ça. C'est comme, bon, après, voilà, ça peut peut-être se passer autrement, tout ça. Mais aujourd'hui, tout de même, voilà, de plus en plus, les scientifiques nous disent, voilà, on est vraiment dans une situation dramatique. Et donc, ne pas entendre ça au nom de, il ne faut pas être pessimiste. C'est pas du pessimisme en fait. C'est voilà la réalité dans laquelle on est. Alors après, pour affronter cette réalité, soyons optimistes. Essayons de voir quelles sont encore les capacités qu'on a d'agir, mais prenons cette réalité en compte. Sérieusement, ne partons pas sur autre chose. Et donc, moi, c'est le... et c'est pour ça que le débat aujourd'hui, atténuation-adaptation, il est important, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose dans la façon d'envisager les choses. Et je voulais revenir sur la peur. Bon, alors moi, faut peut-être pas avoir des grands... tous les mots on peut avoir plusieurs interprétations, mais je pense tout de même que la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on a une société qui fonctionne sur le désir, qui excite en permanence tous nos désirs, la société de consommation, et qu'un désir en chasse l'autre. Et qu'à un moment donné, comment je hiérarchise mes désirs? Parce que bon, voilà, c'est sympa, le jardin partagé, on va faire un peu le jardin. Ah oui, mais bon, il y a un bon film ce soir, bon, bah, je vais aller au film, puis après je ferai le jardin partagé. Si on n'a pas une conscience qu'il y a une menace plus forte sur nos têtes, qui disent, bah oui, non, ça c'est prioritaire, qui permet de hiérarchiser les désirs, eh ben voilà, ça va passer, c'est l'environnement, quoi, c'est un petit sujet. Donc, moi, j'ai ce questionnement-là. Et donc, tout de même, ce qui mobilise aujourd'hui la société, ça a tout de même été le dérèglement climatique, enfin, la présentation, je dirais, dramatique de la situation nous fait réagir. Et donc souvent, voilà, moi je me souviens de Pierre Radhan qui était un écolo, qui était en conférence, tout ça. Puis à un moment il dit non, faut pas faire la peur c'est mauvais. Après il y a quelqu'un qui commence à dire oui, mais bon, le dérèglement climatique, bon, il y a des gens qui disent que c'est pas sûr et tout ça. Et donc lui, il reprend la parole et il fait un tableau apocalyptique de la situation pour dire mais il faut se mobiliser tout de même. Donc vous voyez dans les contradictions dans lesquelles on est. Mais la question, c'est comment ça nous fait agir, comment ça ne nous paralyse pas. Et Dupuis, philosophe, il explique bien ça. Il y a la peur. La peur, c'est tout de même un truc physique qui nous permet de réagir, en fait, une émotion qui nous permet justement de ne pas faire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas forcément négatif à l'origine. Et donc, mais il y a des peurs paralysantes qui peuvent être... voilà, on est pris paralysé par la peur, mais il y a une peur qui peut être aussi de sauvegarde, qui peut nous... Voilà. De même l'espoir, il peut y avoir un espoir où on dit « Ah bah oui, bon, il y a encore de l'espoir, donc bah, ça va, quoi, ils vont trouver des solutions. » Et il y a des gens qui disent bah, « il faut dire qu'il n'y a plus d'espoir. » Pour que justement on se bouge et pour que, enfin, voilà. Donc c'est des débats qui peuvent être infinis et je ne sais pas s'il faut trop s'attarder sur ces questions-là, mais bon, en tout cas, il faut vraiment changer radicalement nos modes de vie. C'est ce que disent les scientifiques. Et la question, c'est que ça veut dire quoi radical? C'est-à-dire que la radicalité, c'est la violence souvent. Et donc, est-ce qu'on est capable de penser une radicalité non violente? Comment on fait un modérantisme radical, c'est-à-dire une radicalité dans laquelle tout le monde peut se projeter et qu'on ne commence pas à faire des sectes autoritaires ou des choses comme ça. Donc c'est ces difficultés-là, à mon avis, qui sont devant nous. Oui, merci Vincent Moutry. Juste, vous disiez qu'on était dans une société de désir. Peut-être une petite rectification, je me souviens d'une distinction, mais c'était pour dire c'était pour pointer quelque chose que vous avez pointé, c'est-à-dire cette frénésie, cette compulsion de consommation. Mais je pense à la distinction que faisait le regretté Bernard Stiegler entre pulsion et désir. À savoir que ce n'est pas tellement au désir qu'on marche, enfin qu'on nous fait marcher.
c'est à la pulsion, c'est-à-dire à une forme de violence en effet. Mais le résultat est en effet celui-là, c'est-à-dire qu'à force de nous dresser comme des êtres de pulsion et non de désir justement, parce que le désir ça se construit alors que la pulsion, qu'est-ce qu'on veut, c'est la satisfaire, hein, le plus vite possible. Je ne vous fais pas un dessin. Les effets sont en effet dramatiques. Alors je ne voudrais pas monopoliser les questions. Peut-être y a-t-il des questions dans ce sage et très attentif public d'étudiants de l'ESAT. Oui, Stéphanie, chère collègue. On parle depuis le début beaucoup de l'importance de la fraternité, du besoin de créer des liens, d'échanger. Ce qu'on constate, nous, en tant que formateurs du design, mais je pense les étudiants et tout le monde, on constate qu'il y a beaucoup d'associations ou de collectifs qui commencent à mettre en place des alternatives et qui cherchent à expérimenter, mais plutôt à l'échelle urbaine, des villes ou des grandes villes. Or, il y a une division qui est quand même très nette, et au niveau politique et au niveau médiatique, entre le monde rural et le monde urbain. Je me demandais pourquoi il n'y avait finalement pas trop aujourd'hui encore de réflexion qui arrive à comprendre. Effectivement, les problématiques sont différentes en termes d'environnement, mais comment on peut créer de la cohésion pour éviter justement les conflits qu'on a vécus aussi avec les gilets jaunes, et puis ce côté, c'est très parisianiste de répondre de cette manière. Voilà. Qui veut apporter sa pierre? Bonjour, ouais. En fait, c'est juste une petite remarque parce que j'ai pas vraiment de réponse, mais il y a des collectifs. Moi, je suis dans un réseau de collectifs, plutôt architecture, design et tout ça. Et il y a pas mal de choses qui se fait en campagne. C'est juste que je pense que ça se voit moins. C'est peut-être un peu moins brillant, il y a peut-être un peu moins de personnes, c'est moins en réseau. Moi, personnellement, je viens de lancer une coopérative d'architectes de campagne. Et c'est pas de ça dont je parle le plus, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font quand même des choses et ça permet d'aller réfléchir à un certain nombre de problématiques de tous ces villages déserts, d'artisanat, de patrimoine, et effectivement d'entraide. Et là, dès qu'on va sur des territoires comme ça, on a aussi des possibilités incroyables qui s'ouvrent aussi. Et donc, je pense que ça va plutôt se développer, moi. Je pense aussi, mais c'est vrai que les étudiants ont tendance à se positionner dans un contexte bien souvent qui est leur, et rarement s'intéressent à d'autres problèmes, de type de problèmes liés à la ruralité. Et ça crée aussi des divisions. Y aurait-il d'autres questions? Oui. Comment on fait pour créer des produits durables, mais durables, je tiens aussi à intégrer un thème à la discussion, dans une durabilité qui serait inclusive économiquement, qui irait chercher les personnes défavorisées comme les personnes les plus aisées, car nous, économiquement, dans le design, ce qui se fait le plus, et ce qui a le plus de visibilité en tout cas dans le capitalisme, c'est ce qui répond au schéma de production, déchets, production et utilisation et déchets. Alors comment on peut, nous, dans notre quotidien de créatif, créer la durabilité alors que le mode économique du capitalisme nous pousse à agir là-dedans? Parce que même nous, en tant que designers, on ne peut plus vivre, on ne pourrait pas vivre si on voulait faire nos désirs, si on voudrait répondre justement aux propos de l'anthropocène qu'on est en train d'établir ici. Une question dépourvue de rhétorique. Je vais bien commencer à répondre parce que je suis dans un peu la même situation. Il n'y a pas si longtemps, je sortais de l'école d'architecture de Lille et finalement, notre propos, c'est des architectes qui refusent de construire du neuf. Et ça peut paraître très paradoxal. Moi, je crois que vous pouvez tout faire et commencer par réinventer le design, en fait.
Et ça passera peut-être par l'industrie, peut-être pas par l'industrie. Je pense que ça passera quand même globalement par une envie, bon, je ne vais pas rentrer dans désir, pulsion et tout ça. Moi, je ne fonctionne pas du tout par peur. Je fonctionne par empathie, par envie, parce que j'ai envie d'aller faire bouger les choses, d'aller modifier ce qui existe. Et ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, je ne pourrais rien faire sur le design, parce que je ne connais pas le design, je ne suis pas designer. Et vous l'êtes, vous le serez. Donc c'est vous qui êtes le mieux placé pour répondre à cette question, je dirais. Et c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est en comprenant de plus en plus ce qui se fait, de manière classique, de manière commune, que vous allez pouvoir dire, mais attendez, là on peut peut-être faire un truc, ou là ci, ou là ça. Et je pense que c'est vrai dans toutes les professions, et pour le coup, je suis plutôt assez optimiste là-dessus, moi. Sinon, on était capable de dire, tiens, on a été formé pendant 5 plus 6 plus 2, enfin 5 plus 1 plus 2 ans à construire, et qu'en fait, nous, notre conclusion, c'est de dire, on ne construit plus, on réemploie et on réhabilite. Pas de problème, je pense. Pierre-Damien Huyghe. Moi, je vais vous faire une réponse dans le même sens. Si j'ai bien entendu votre question, j'ai entendu qu'à un moment, dans votre esprit, le mot de designer est associé à celui de créatif. Et donc, je dirais que c'est peut-être pas la seule association que le mot design autorise, parce que si vous pensez apparemment spontanément que le design c'est de la création, évidemment le principe de la création c'est d'amener quelque chose qui n'avait encore pas eu lieu. Voilà. Alors que dans nos propos de ce matin, quelles que soient les nuances entre nous, il me semble qu'à un moment donné, en tout cas dans la discussion, il a été suggéré d'insister sur la réparation, l'hospitalisation, etc. Ça, c'est pas de la création. Donc peut-être, il y a aussi dans la façon de concevoir. Mais c'est un problème. Je sais que ça se discute dans les sphères spécialisées. Autour de traduction justement de textes de designers. Aujourd'hui, on ne traduit plus le mot design. Si on le traduisait, on aurait un problème parce que la tendance, qui n'est pas forcément la bonne ou la meilleure, c'est de dire design, ça veut dire concepteur. Designer, ça veut dire concepteur. Mais peut-être qu'il y a dans le design, dans son histoire même, quelque chose qui le fait tenir à autre chose que la conception, qui est la fabrication. Voilà. Donc moi, je vous retourne cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'agit de fabriquer aujourd'hui? Pas de concevoir, pas de créer, mais de fabriquer. Et dans quel esprit ces fabrications? Est-ce que la ligne de la réparation, de l'hospitalisation, du démontage, remontage possible, etc., sont pas finalement plus à jour, étant donné les conditions globales qui nous font parler ce matin? Est-ce que fabriquer des objets démontables, remontables, hospitalisables, soignables, réparables, etc., ça n'est pas être plus à jour que de concevoir et de créer? Et moi, je me permets d'ajouter qu'on a beaucoup besoin de designers dans ces champs-là, en fait, parce que ça se fait de réparer. Il y a des rôles de rétameurs. Il y a plein de gens qui ont réparé, qui ont pris soin dans l'histoire de l'humanité. Ça se fait quand même beaucoup et ça se fait encore aujourd'hui en France et ailleurs. Mais je pense que justement, on a besoin de design là-dedans, dans ces processus, à quoi on aboutit, dans comment on répare, dans tout ça. Merci. On a encore le temps pour des questions, si vous le souhaitez. Des questions ou des remarques, ou si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose qui a été dit, mais pas suffisamment clairement dit, ou qui vous a choqué, ou simplement étonné. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la... Enfin, qu'on y revienne plus explicitement sur la question de la technique, en fait, qui ne cesse de revenir inévitablement depuis tout à l'heure. Et je crois que Pascal tenait beaucoup à cette question, donc je vais vous la poser. Une question, en fait, qui nous invite à, si je la comprends bien, à déterminer quelle est l'importance, jusqu'où elle va, la technique. La question, c'est la suivante. Les hommes ont-ils la capacité d'orienter leur histoire collectivement
ou sont-ils soumis à des processus qui les dépassent, à une logique de progrès technique, donc à une logique de progrès technique qui exclut toute intervention relevant de leur volonté et d'une délibération de leur part. Dit autrement, alors ça peut paraître un peu pour le moins étonnant après tout ce qui vient d'être dit, qui était très, très raisonnable, mais comme s'il y avait dans la technique quelque chose, alors pour le coup, de surhumain, d'inhumain, enfin quelque chose qui dans la technique ferait que finalement, quoi qu'on fasse, on sera dépassé. Alors c'est pas très rationnel comme hypothèse, mais je fais remarquer entre parenthèses qu'elle a été soutenue par certains grands esprits aussi. Donc la technique est-elle véritablement à notre portée, ou y a-t-il quelque chose dans la technique qui nous dépasse? Et d'ailleurs, vous, là, je m'adresse plus précisément je ne vais pas dire aux experts, mais aux professionnels qui avaient affaire à ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre métier, en fait, de vous rendre compte ou d'être surpris par la surpuissance de la technique à tel point que vous vous êtes dit, ne serait-ce qu'une seconde, c'est plus fort que nous. Voilà. Qui veut essayer de répondre? Pierre Damien? Non, bon, Simon? on se passe la parole. Allez-y. Moi, j'ai jamais été dépassé par ça, la technique. Je pense qu'il faut bien faire une différenciation entre technique et technologie. Je pense que il n'y a pas d'ambiguïté dans votre question, donc je ne parle pas de technologie. On parle bien technique, oui. La technique, en fait, moi, je dirais plutôt que c'est plutôt le fait dans un processus de conception et de réalisation de ce qu'on conçoit, c'est plutôt le fait d'associer, de ne plus distinguer la technique du reste du processus de conception. Pour être un petit peu plus précis, donc là c'est plus de l'architecture du design, mais en gros, nous on a eu beaucoup, on a beaucoup étudié les dispositifs thermiques au Moyen-Âge qui permettaient d'atteindre un confort thermique, disons, le mieux qu'il puisse être dans des constructions qui étaient en pierre, qui étaient qui n'étaient pas du tout isolées, qui n'étaient pas chauffables. Et donc, donc là, je vous parle du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge. On a eu un certain nombre de techniques qui sont mises en place. Le Moyen-Âge, c'est passionnant sur le plan de la technique, parce que dès qu'on commence à inventer le collier d'épaule et l'assolement triennal, d'un coup, on a des surplus de production, donc d'un coup, on peut réfléchir à d'autres choses, on a du temps qui se décale. Donc, de ce point de vue, la technique, moi, je la trouve passionnante. Et donc, sur la question de thermique, eh ben, on a commencé à dire, tiens, à comprendre plutôt, donc là, c'est pas de la science, c'est genre on a compris que un mur en pierre est très émissif. Donc l'émissivité, ça se mesure entre 0 et 1, disons, ou entre 1 et 100, si vous voulez. Et qu'un mur en pierre doit être à une émissivité de 90, quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on mettait un tissu donc, qui n'était pas isolant, mais qui avait une autre émissivité, une émissivité plus faible, genre une tapisserie, et ben là, ça réduisait l'émissivité. Donc en gros, ça réduisait la sensation d'inconfort dans un endroit qui avait exactement la même température. Et en fait, ce qu'on en a fait dans l'histoire, c'est que la tapisserie, c'est devenu un support de création, un support d'expression, un support artistique. Et c'est assez vrai pour plein de choses, pour les lits à baldaquin, pour la broderie, les sols, tous les réflecteurs qu'on a mis en place autour des radiateurs et tout ça. Aujourd'hui, si on va voir une tapisserie, vous allez la voir parce qu'elle est belle. Mais en fait, à la base, c'est un principe technique qui sert à réfléchir, en tout cas à améliorer le confort thermique. Et en fait, à un moment donné, donc ça, si ça vous intéresse ce sujet, je vous renvoie au livre de Philippe Ram sur l'histoire de l'architecture du point de vue thermique et du point de vue énergétique, où il va aller expliquer l'architecture vraiment à travers ce prisme-là et dire par exemple que d'un coup, les cathédrales qui ont été sur tout le pourtour méditerranéen pensées comme des espaces qui sont frais et qui restent frais. Encore une question de technique qui s'est mise au point pour lutter contre la canicule et la chaleur. En fait, la fréquentation de ces cathédrales et ces églises a chuté dramatiquement quand on a inventé la climatisation. Et on voit toute une début de 1900 et notamment en 1906 où il y a Adolf Loos, qui est un architecte qui sort Crime et ornement,
qui accompagne le mouvement moderne et qui arrive à dire, en fait, on n'a plus besoin de tous ces supports techniques parce qu'en fait, on a un apport technologique qui nous permet d'avoir du chauffage individuel et de la climatisation individuelle partout. Donc, on n'a plus besoin de cette question de décor, on n'a plus besoin de ces ornements, et on tombe sur l'architecture moderne qui s'est débarrassée de beaucoup d'ornements. Et je trouve ça assez passionnant aujourd'hui de se dire qu'en fait, on va pouvoir peut-être commencer à réunir technique et décoration, technique esthétique, technique et art et compagnie, pour ne faire plus qu'une seule chose, et pour ne faire peut-être, pour réussir à avoir de l'architecture dans tout ce qu'elle nous intéresse, comme on peut en voir dans une cathédrale gothique. Vous avez de la structure d'une cathédrale gothique, et en fait, quand vous voyez en coupe cette structure, vous dites, mais c'est quand même vraiment bizarre cette structure. En fait, cette structure, c'est de la structure, et c'est l'expression du mouvement gothique qui doit traduire l'image de Dieu qui est globalement hauteur et lumière. C'est de la structure et ça sert le projet architectural. Et je pense qu'aujourd'hui, on est justement dans un moment où on va pouvoir réunir cette technique avec tout le reste du processus de conception, et moi j'ai assez hâte de ça. Merci. Moi, pour revenir à ta question, Olivier, j'incriminerais avant la technique, disons, plutôt l'économie. C'est-à-dire, je pense que s'il y a des problèmes, si nous avons des problèmes avec nos techniques, c'est parce qu'elles sont employées à des fins qui sont pas seulement techniques, ce qu'on pourrait appeler dans un langage qui fait un peu marxiste, mais j'assume, des plus-values. Voilà, elles sont employées à la fabrication de plus-values plutôt qu'à la fabrication de ce qu'on appelle des biens, quoi. Mais le mot bien dit bien ce qu'il veut dire. Les biens, c'est pas mal en soi. Donc le problème, à mon avis, le problème il est là. Le problème est que nous avons établi entre nous des relations économiques telles que nous ne fabriquons pas seulement des biens, mais nous nous astreignons à fabriquer de la valeur autour des biens et même de la plus-valeur, de la plus-value autour des biens. Donc, et d'ailleurs, plus je lis paradoxalement des vieux textes, plus je trouve qu'ils sont actuels de ce point de vue. Donc, je dirais que ce qui prend le dessus sur les humains, c'est pas la technique, ce sont d'autres humains qui installent des rapports de force, des rapports de domination. C'est plus là qu'est le problème. Ceux qui installent des rapports de domination, le vieux grec d'Aristote, par exemple, appelait ça des despotes. Et de façon très intéressante, parce qu'on a tous oublié, Aristote installait le despotisme, non pas dans la cité, c'est-à-dire dans le monde politique, mais dans le monde économique. Voilà. Dans ce qu'aujourd'hui on appellerait le monde économique. C'est là qu'il y a des despotes. Voilà. Et c'est peut-être là que les problèmes commencent. Parce que les despotes, il faut les servir. Et par conséquent, il faut détourner peut-être la production économique de son sens proprement humain. Voilà. Merci. Vous est-il arrivé, là je m'adresse en priorité à Simon et Vincent, vous est-il arrivé de refuser pour une proposition de projet économiquement alléchante pour des raisons éthiques? Et si oui, si ça vous est arrivé, est-ce que vous pourriez en parler un peu de cet acte de résistance au tout économique? Soutenu par la communauté, donc c'est d'avoir un réseau d'habitants autour qui viennent en autorécolte prendre leurs légumes. On aurait pu, et donc toujours pour essayer d'inventer d'autres relations que simplement des relations marchandes. Donc on n'a pas pris l'option d'une appli sur un smartphone pour venir de Marc-en-Barœul chercher les légumes sympas du maraîcher de Roubaix. C'est ça aussi que
Ouais, excusez-moi. Donc, voilà la technique. Et donc, voilà, c'est plutôt des débats de ce type-là qu'on a essayé d'avoir, même si, enfin, on a eu des débats un peu chauds aussi sur la construction de Baraka, qui là a fait un choix très technologique. Enfin, c'est un bâtiment neuf, c'est voilà, bâtiment passif, machin et tout, mais qui a coûté très cher, donc maintenant c'est devenu totémique un peu, mais ça pose des questions tout de même aussi est-ce qu'il faut faire des bâtiments hyper technologiques au nom de l'écologie, super isolés, machin, ou est-ce qu'il faut peut-être réduire l'ambition pour qu'elle soit appropriable et diffusable. C'est le rapport entre la quantité et la qualité qu'il faut discuter aussi. Vous pouvez garder le micro. Enfin, parce que j'avais encore une question pour vous, Vincent, qui est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des formations que vous proposez au niveau de l'UPC? L'UPC, nous, on n'aime pas trop le mot formation, on est plutôt échange de savoir, qui nous semble moins un rapport de domination. Et donc, on essaie d'ouvrir des recherches-actions avec des collectifs d'habitants qui sont intéressés par un sujet. Donc, recherche-action, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, il faut faire et en même temps, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Parce que réfléchir sans en faire, on va faire une belle charte avec des beaux principes, et puis après, dans l'action, ça n'a rien à voir. On a oublié la charte qu'on a. Donc, c'est vraiment cette discussion permanente qu'il faut avoir sur on réfléchit et en même temps, on fait. Donc, on a essayé de faire ce travail-là avec des échanges de savoir, des programmes d'échange de savoir dans le cadre de recherche-action. On a essayé de dresser des expertises citoyennes sur des sujets locaux, sur le travail, sur la santé, sur l'écologie, sur le racisme, voilà. Et on fonctionne comme ça, avec un peu de moyens publics, mais de moins en moins, puisqu'on essaie de faire un lieu de débat politique. Et donc ça ne s'appelait pas du tout à la démocratie représentative qui voit tout de suite ça comme une concurrence. Et donc malheureusement, faire vivre un lieu de débat sur une ville comme Roubaix, c'est de débat politique sur l'intérêt général, c'est très compliqué parce qu'on est très dans des systèmes encore de représentation. Tout le monde est représentant de quelque chose et donc se sent lésé si quelqu'un se permet de parler. Puis on est très, comme je le disais tout à l'heure, cloisonné dans la compétence, c'est-à-dire je ne suis pas compétent donc je n'ai rien à dire. Et donc on ne laisse que les compétents dire ce qui, on est foutu quoi. Donc voilà. Il y a des despotes et des experts partout. Vincent, vous voulez peut-être ajouter Simon, pardon, ajouter quelque chose? Non, pour répondre à l'avant-dernière question, parce que je pense que ça globalement intéresse, en tout cas c'est des questions qui vont se poser pour tous les designers futurs dans cette salle, mais nous on n'a pas, on a très rarement refusé de projet parce qu'en fait c'est nous qui les créons les projets. Première chose, et donc en fait ça pour complément de réponse, enfin, en tout cas de réflexion à votre question, c'est que pour les designers je sais pas. Mais je pense que c'est intéressant je ne sais pas comment faire, mais c'est intéressant de changer le rapport à la commande. Nous, on appelle ça le rapport à la commande. Les architectes, de manière assez classique, répondent à des concours où on vient les voir pour dire tiens, j'aimerais que ça, c'est quand même symboliquement très important, mais dans les faits assez rare. Mais des gens qui viennent nous voir pour dire tiens, est-ce que vous pouvez faire ma maison, quoi. Et en fait, nous, très souvent, on a tendance à établir une démarche qu'on peut appeler force de proposition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons voir les gens, les collectivités, les ci, les ça, pour proposer un projet. Très clairement, le projet des saisons 0 Monastère des Clarisses, c'est quelque chose que nous, on a proposé. On ne nous a pas demandé de le faire. Donc ça, c'est un premier bout de réponse. Et la deuxième bout de réponse, c'est... sachant que les questions climatiques concernent tout le monde, ne laissent personne en dehors de l'équation, puisqu'on est tous sur la même planète, a priori. Je pense que c'est intéressant de travailler quasiment avec tout le monde, en fait. On a évidemment beaucoup travaillé avec des gens qui étaient proches de nos valeurs dans un premier temps, mais en fait, par exemple, on a travaillé avec Bouygues Construction,
Bouygues Construction Nord-Est. Donc c'est une énorme entreprise qui est parmi les plus polluantes du monde. Et en fait, nous, notre calcul, c'est de se dire si on accompagne un petit artisan local à changer à 100% ses pratiques et devenir très écolo, mettre que des matériaux biosourcés, du réemploi et compagnie, c'est bien. Si on arrive à faire changer Bouygues Construction de 1% de sa politique, on a des impacts qui sont incroyablement supérieurs. Donc c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant d'être avec des gens qui ont beaucoup de moyens et des gens qui ont très peu de moyens. On a fait un projet à Mexico, par exemple, pour des gens qui avaient beaucoup de moyens, c'est des logements de luxe. Et ça nous a permis de mettre au point un système de récupération d'eau dont moi je suis très content. À leur insu d'ailleurs. On a fait passer ça par le design en disant c'est des fontaines, c'est du design et tout ça. En fait, je ne sais même pas s'ils sont vraiment au courant, mais c'est ça qui rafraîchit l'édifice et qui permet de récupérer de l'eau parce qu'à Mexico, il y a des gros problèmes d'eau. Voilà. Donc en fait, je dirais qu'il y a assez peu de projets à refuser. Par contre, c'est comment on y répond. Merci. Simon Vigelet. Oui, il y a une question, oui. Du coup, ça va un peu dans le sens là du projet à Mexico, le fait que vous ayez fait passer ça pour du design et que derrière il y avait une vraie utilité. En fait, moi je m'interroge sur la consommation qui est en cause un peu de la situation dans laquelle on se trouve, de la pollution, et de cette volonté toujours à vouloir privilégier soit le collectif, soit l'aspect écologique. On voit que les individus, eux, vont beaucoup chercher le plaisir dans l'utilisation de leurs objets, de leurs pratiques, et qui vont laisser parfois un peu derrière cette volonté écologique. Elle va nous saisir à un moment, puis on va vite l'abandonner, alors que cette volonté un peu de plaisir à l'utilisation, elle va être permanente chez nous. Elle va guider ce choix-là. Est-ce que le designer, un peu dans tous les projets, on n'aurait pas tendance à favoriser un peu cet individualisme, ce plaisir propre à la personne, dans un vice un peu vertueux, de manière à le placer en premier plan, et derrière, justement, avoir des vraies démarches, mais qui vont être cachées au public, en fait, que l'écologie ne soit pas réellement un moyen de promotion, un moyen marketing, et que rester vraiment, en fait, dans cet élan un peu d'individualisme, de plaisir à l'utilisation, comme un vice un peu vertueux envers les consommateurs. Alors, qui veut réagir à ce programme de machiavélisme bien tempéré dans le design? Pierre-Damien Huyghe? Je vais pas, je crois pas vous répondre directement. Mais enfin, je vais dire que ce que vous venez de dire m'a fait penser à quelque chose et que du coup, je le dis. Ce à quoi vous m'avez fait penser, même si, encore une fois, je crois que c'est un peu décalé avec votre remarque ou votre question, si j'ai bien entendu. En fait, pour aller vite, disons, pour dire les choses de façon peut-être un petit peu trop caricaturale ou schématique, je dirais que, je l'ai dit tout à l'heure d'une autre manière, s'il y a une responsabilité du design, alors responsabilité, j'entends dans ce mot, ce qu'il dit littéralement, il y a réponse. C'est-à-dire que le responsable, c'est celui qui répond à la question qu'as-tu fait. L'irresponsable, c'est celui qui évite de répondre à la question qu'as-tu fait, qui s'épargne cette réponse-là. Bon, si le design est responsable de quelque chose, c'est pas de la création du monde. J'ai attaqué tout à l'heure la notion le vocabulaire de la création. S'il y a une responsabilité du design, elle est à mon avis, alors on peut le montrer historiquement en suivant, faut prendre un petit peu de temps et remonter à l'arrivée de cette notion dans la culture de la société industrielle à la fin du 19e siècle. Si le design est responsable de quelque chose, c'est pas de la création de la société industrielle ni des objets dans la société industrielle. Il est responsable il se tient à une responsabilité qui est du côté de la fabrication. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Voilà. Ça, c'était la grande question, la grande remarque. Moi, je cite toujours ce texte de Frank Lloyd Wright,
que j'ai fini par dénicher. Hein. Où il lâche le mot designer, ça c'est incontestable. Et qu'est-ce que c'est pour faire quoi? Pour faire mieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire fabriquer un peu mieux? Pas forcément au mieux, ça il faudrait être divin pour pouvoir savoir que la meilleure de toutes les fabrications possibles, mais quand même fabriquer un peu mieux. Donc, par exemple, j'ai attaqué le mot économie dans ma précédente intervention, mais il y a un autre sens du mot économie. Faire l'économie de quelque chose, c'est pouvoir s'en passer. Donc, il y a peut-être des questions comme ça qu'on pourrait se poser aujourd'hui. C'est-à-dire, de quoi pouvons-nous nous passer ? De quoi pouvons-nous faire l'économie au sens noble que je suis en train de souligner? De quoi pouvons-nous nous passer dans la fabrication des objets, comme objets fabriqués, mais aussi dans la fabrication des objets? C'est-à-dire, est-ce que pour obtenir un certain service, on peut y parvenir sans débauche de moyens, par exemple. Là, je pense qu'il y a une responsabilité du fabricant dans laquelle, il me semble, quelqu'un qui veut lier sa personne au mot design peut trouver à faire, peut trouver de quoi travailler. Hein, voilà. Simon, oui. Moi, j'ai un complément de remarque peut-être du coup un peu plus pragmatique parce qu'en lien avec mon travail, mais je pense qu'en fait, on n'a pas. En fait, je pense qu'en tant que designer, vous avez besoin de contraintes. Si vous n'avez pas de contraintes, je ne vois pas trop ce que vous ferez. Pas de contraintes économiques, d'usage, de production, de tout ça. Je pense qu'on ne fait rien. En tout cas, moi, en tant qu'architecte, si je n'ai pas de contraintes, je ne fais rien. Donc, en fait, ça, on peut le voir de deux manières, mais on peut voir ça comme l'obligation d'avoir à prendre en compte ces questions d'impact environnementaux, autant dans l'usage que dans la fabrication. On peut le voir comme une calamité, comme quelque chose qui est insupportable et qui est imposé. Puis on peut le voir comme un levier de projet. Et je pense que c'est un très bon levier de projet qui ne conditionne en rien l'esthétique de la chose fabriquée. Et après, concernant le fait de ne pas forcément expliciter l'objectif de vos choix à la personne à qui vous le vendez ou à qui... Est-ce qu'il faut tout dire aux clients? Peut-être qu'il ne faut pas tout dire aux clients. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour des idiots non plus les clients. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on peut parler, expliquer des choses. Eux peuvent nous aussi nous apprendre des choses et on peut ensemble, quand on est d'accord sur on arrive à se mettre d'accord sur l'objectif, sur une partie de l'objectif du projet, avancer comme ça, en prenant en compte toujours les contraintes réelles de la personne avec qui on est en train de travailler. Et puis après, effectivement, il y a en tout cas, moi, personnellement, de mon expérience, il y a des gens avec qui c'est moins possible, ou en tout cas, la convergence de projet, elle n'est pas sur ce plan-là. Et c'est vrai que des fois, j'ai aussi menti par omission, ou passé à l'insu de la personne le fait qu'il existe des isolants un petit peu plus efficaces en polyuréthane et pas en laine de bois ou je sais pas trop quoi. En l'occurrence, je pense que ça n'a jamais dégradé la qualité architecturale ni la qualité du projet. Et c'est vraiment dans les cas où effectivement il y a possibilité de le faire. Si quelqu'un n'a pas... où il y a des projets dans lesquels c'est pas possible de le faire aussi. Hein. Comme je disais avant, des fois il n'y a pas de réponse. Et notamment à Mexico, on nous a dit, mais oui, mais vos questions écolo, là, c'est des questions enfin, je le caricature un peu, mais c'est des questions de bourgeois du Nord. Nous, on a d'autres questions sociales à régler à Mexico. Mexico, il faut savoir que c'est une ville qui pompe en permanence les eaux de son sous-sol, qui s'enfonce, et qui du coup ne tient que parce qu'il y a des pompes, mais quand je dis des pompes énormes, ça fait à peu près cette pièce-là, chaque pompe, et qui capte l'eau du sous-sol. Moi, cette personne, je dis, mais qu'est-ce qui va avoir de problème avec l'eau, avec le stress hydrique dans le futur? Est-ce que c'est moi dans les Alpes avec mes petits torrents ou est-ce que c'est vous en banlieue de Mexico? Ben, on s'est compris à la fin. Je crois qu'on s'est compris. Oui, merci Simon qui rappelle en passant qu'il faut être un peu psychologue aussi quand on pratique le métier de designer. Parmi les choses dont nous pouvons difficilement nous passer, il y a le fait de se restaurer. Mais avant de nous quitter, peut-être
s'il y a encore une question dans le public, elle sera la bienvenue. Sinon, eh bien, je conclus. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont ponctuelles et beaucoup de collectifs comme les nôtres qui sont présents, mais qui agissent justement de manière ponctuelle. Et il y a quelque chose qui me fait un peu peur, à moi personnellement, pour l'envisageant d'avenir, c'est comment est-ce que ça peut partir à plus grande échelle. Est-ce que c'est nécessaire que ça parte à plus grande échelle et est-ce que vous pensez que ça doit rester ponctuel? Comment passer du local au global, et comment faire en sorte que ce ne soient pas des initiatives certes très louables et ironiquement on pourrait dire très attachantes, mais qu'un cynique pourrait considérer comme n'ayant aucun impact finalement sur les vrais problèmes. Je crois que l'impact il est réduit, hein, c'est clair. Je pense aussi que, en tout cas, on n'agit pas. Donc là, pour parler des collectifs et tout ça, je pense que c'est vraiment très important d'agir d'abord au local, parce que c'est peut-être une échelle qu'on peut peut-être mieux appréhender, disons, et dans lesquelles on voit peut-être, on arrive à appréhender peut-être la complexité dans son ensemble, ce qu'on peut pas faire avec des échelles très grandes, et on peut aussi voir les effets. Après, je pense pas non plus que ça veuille forcément dire que l'impact il va pas se diffuser et que les choses vont pas se répliquer. Si je prends un exemple, par exemple au monastère des Clarisses, donc j'ai très rapidement mis la question de la vacance urbaine en perspective d'une question écologique en tout cas. Et il se trouve que vous avez un site de 8300 mètres carrés que la collectivité n'a pas les moyens, ni la méthode, ni le but, enfin, ni le programme pour habiliter, et on le laisse vide pendant 11 ans. En fait, nous, on va essayer d'expérimenter des choses, notamment en proposant des alternatives pour que la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, et donc notamment l'architecte des bâtiments de France en son sein, puisse émettre un avis, un contrôle, non pas sur l'entièreté du site à travers un permis de construire, ce qui se fait d'habitude, mais à travers des fiches patrimoine qui nous permettent d'avancer petit à petit. C'est extrêmement local. Et j'ai très bon espoir que ça puisse être répliqué et que ça puisse ouvrir des portes autre part. Et nous-mêmes, nous nourrissons de choses qui ont été faites à côté, l'étude de faisabilité en acte, c'est quelque chose dont on s'est inspiré de Sophie Ricard à l'Hôtel Pasteur. Et en fait, ça a d'autant plus de force que ça existe déjà avant. Et la troisième, donc il y a déjà 2 contrats qui ont été nommés comme ça. Et puis au bout du 3e, du 4e, et ben, en fait, ça va prendre une ampleur et une force administrative, non plus locale, mais au moins nationale. Voilà. Et je pense que c'est, en tout cas en parlant de peur, c'est bien plus effrayant de se projeter dans le monde en entier, dans les grosses problématiques, que de commencer à agir au local. Voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est foutu, globalement. Donc, j'agis au local et puis on fait de notre mieux. Par exemple, avec le réemploi, c'est bien parce que... Et d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que, vous voyez, il y a 5 ans, avec nos questions de réemploi, on a fait beaucoup d'études de faisabilité, les panoramètres des acteurs, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut faire apparaître. Il y avait des verrous partout, il y avait des feux rouges partout. Et donc, il y a 5 ans, je n'aurais pas parié sur le fait qu'on puisse vraiment imaginer du réemploi dans une économie réelle avec des acteurs qui ne sont pas forcément super méditants avant 20 ans ou 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, ça a vachement bougé. Aujourd'hui, il n'y a plus tous ces verrous, ils ont tous sauté. Assurantiel, juridique, technique, administratif, compagnie. Et donc, vous voyez, des fois, en fait, à force d'avancer de manière très concrète et très complexe et complète au local, bah, finalement... Aujourd'hui, c'est l'AQC, c'est la Commission européenne, c'est des gens comme ça qui se positionnent sur le réemploi. Et voilà, donc en fait, je pense que quand même, ça peut arriver plus vite que prévu, quoi. Merci Simon. Vincent, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, moi je crois que c'est une très bonne question. Moi, je différencie local et ponctuel. Ce qu'on essaie de faire, c'est pas ponctuel, mais c'est très local. Et c'est local pour une raison simple. Moi, j'aimerais bien qu'on change d'échelle, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de changer d'échelle. Donc, on est obligé de construire, et il faut construire des récits pour montrer la voie qui nous permettront de faire face. Alors, moi, je ne crois pas que tout est foutu.
Je crois qu'il faut apprendre à naviguer par temps de tempête. Et donc, et qu'on peut peut-être survivre à la tempête. Et qu'on n'est pas forcément. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, parce que je pense aussi qu'en situation de tempête, il peut y avoir des basculements aussi dans les sociétés humaines. Et donc, ça peut pencher d'un côté où on va réussir à réinventer peut-être autre chose. Mais plus il y aura de gens qui auront anticipé, quand le temps est encore calme, qui se sont préparés, qui auront un peu trafiqué leur gilet de sauvetage, mieux on sera outillé le jour où, voilà. Et puis, j'aime bien aussi les mouvements non violents qui disent s'il y a 3,5% des gens qui suivent l'action non violente, ça peut faire basculer une société. D'un coup, tout le monde se met à faire du low-tech, du machin, du local. Tout le monde se fait à faire des fermes urbaines partout et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on est hyper minoritaire et donc il faut commencer par là et essayer de se connecter. Il y a des mouvements internationaux. Le mouvement des villes en transition, c'est 1500, mais c'est tout petit, oui. Voilà, mais je suis désolé, on en est là. Merci Vincent. Vous parliez de tempête. Décidément, les dieux des vents sont avec nous parce que Pascal souhaitait terminer cette table ronde avec un propos tenu par Pierre-Damien Huyghe lors de sa conférence qui concluait le cycle de conférences à la Villa Médicis à Rome il y a 2 ou 3 ans, je crois, et qui portait sur l'Anthropocène. Et je pense que c'est en effet une conclusion tout à fait adéquate à tout ce qui vient d'être dit, et notamment à ce qui vient d'être dit dans les minutes qui précèdent. Donc je cite Pierre-Damien Huyghe qui a écrit et dit ceci. Ce que nous pouvons espérer de mieux, c'est espérer quand même. Espérer, ce n'est pas réussir, trouver une issue, mais c'est peut-être opérer courageusement, sans attendre ni exiger d'avoir tout ce qu'il faudrait. Nous nous affrontons au vent contraire comme Ulysse, comme l'Ulysse d'Homère, et il ajoutait « Ulysse, bien que démuni, continue ». Je crois que c'est une conclusion qui tombe assez bien. Je ne vais pas vous redonner la parole, je vais simplement vous remercier tous les trois, Simon Givelet, Vincent Boutry et Pierre-Damien Huyghe, pour avoir fait en sorte que cette table ronde soit, me semble-t-il, très enrichissante et principalement pour nos étudiants. Merci à tous les trois et merci au public pour ces questions.